En tout cas, merci Florian de m'avoir permis d'essayer de faire cette présentation. Et merci à tous ceux qui sont là pour leur intérêt. Alors, je préviens d'emblée tout le monde que ce que je vais faire est assez expérimental et assez difficile parce que les quelques philosophes et éléments de philosophie dont je vais essayer de donner un aperçu sont vraiment... Est-ce que vous m'entendez là ou vous voulez peut-être que je ferme ma fenêtre sinon? Non, moi ça va. Bon, d'accord. Les quelques philosophes et éléments de philosophie que je vais présenter, je vais quand même la fermer. Pour moi, sont vraiment parmi les plus difficiles à comprendre qui existent, d'autant qu'ils se caractérisent par un style qui est vraiment très particulier, parce que pratiquement toutes les philosophies qui relèvent de ce qu'on appelle soit la philosophie classique allemande, soit l'idéalisme allemand, ont à minima en commun le présupposé que la philosophie doit rompre de manière caractéristique et fondamentale avec tout ce qui est de l'ordre de l'attitude naturelle, du langage naturel, des conceptions naturelles, même des activités normales d'entendement, donc des sciences concrètes. Et donc que la philosophie demande vraiment un décentrement très 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 important d'attitude, et c'est plus important encore que la phénoménologie, et que l'attitude philosophique est quelque chose qui se gagne vraiment par un passage et par une rupture. Donc ça, concrètement, ça se manifeste par un style qui est très très difficile, par une manière de poser des questions qui est très très difficile, par une manière de problématiser qui n'est vraiment pas spontanée, et essayer en une heure d'initier à ça et de présenter quand même la cohérence d'un certain nombre d'auteurs et d'un certain nombre de grandes œuvres, c'est difficile. Donc j'ai envie de dire, c'est normal si tout cela paraît difficile, c'est normal si vous ne comprenez pas tout et même si vous ne comprenez pas grand-chose. L'idée, c'est vraiment de donner des éléments généraux d'intelligibilité pour comprendre d'où viennent ces philosophies, dans quoi elles s'ancrent, à quoi elles répondent et ce qu'elles veulent faire. Ensuite, n'hésitez pas aussi à poser des questions, mais vraiment, l'idée est de saupoudrer un certain nombre de choses pour vous expliquer que ça existe, que ça pose de vraies questions, que ça s'inscrit dans un vrai débat et que ça a eu une immense influence historique. Alors, j'ai essayé, comme avec la phénoménologie, de faire un petit tableau, alors qui est un peu arbitraire, de ce qu'est la philosophie classique allemande ou l'idéalisme allemand. Alors, le cœur, vraiment, l'influence principale de l'idéalisme allemand, c'est Kant. Pratiquement tous les philosophes qui se réfèrent à l'idéalisme allemand considèrent que Kant a amorcé dans la philosophie une rupture, une révolution qui est vraiment fondamentale, mais que Kant ne l'a pas terminée. Et il s'agit de parachever Kant, et de parachever Kant en allant contre, à l'inverse, un certain nombre des intuitions et des affirmations kantiennes. Donc c'est vraiment une continuité en même temps qu'une rupture qui s'inscrit dans la postérité du kantisme, mais d'une certaine manière en le modifiant, en le transformant totalement, avec ensuite deux autres influences. Alors il y en a beaucoup, il y en a énormément. Il y a toujours l'influence au moins atmosphérique de Rousseau pour un certain nombre de thèmes, pour l'importance de sa pensée de la liberté, de son rapport à la conscience, mais aussi de son rapport à la nature. Et de manière plus profonde, je vais un peu y revenir, et plus cachée, il y a l'influence spectrale de Spinoza, qui est à la fois le fantôme que chacun essaie de conjurer et le modèle que chacun essaie de répliquer. Alors, et autre influence toujours tangentielle aussi, c'est celle du premier romantisme allemand de l'Aufklärung. Et vous avez la figure, à l'époque, qui était la figure vraiment, la deuxième figure tutélaire de la pensée allemande, à côté de Kant, c'était Goethe. Goethe qui n'était pas seulement considéré comme un poète, un écrivain, mais qui était vraiment le penseur universel et qui était aussi philosophe. Souvent, Goethe, d'ailleurs, est une sorte de contrepoint à une certaine postérité kantienne. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps d'arriver jusque-là. Alors, les trois auteurs, vraiment, qui sont en général considérés comme le cœur de l'idéalisme allemand, d'abord, c'est Fichte, qui en institue vraiment les premières orientations, qui en donnent les bases, et ensuite, vous avez les deux élèves et rapidement traîtres, ou en tout cas contestataires par rapport à Fichte, qui sont Schelling
et Hegel. Donc j'essaierai de donner un aperçu de ces trois en m'arrêtant le plus longtemps sur Hegel et sur la phénoménologie de l'esprit de Hegel, parce que c'est le texte et l'auteur qui a eu vraiment le plus d'importance, la plus grande postérité. Ce qui ne veut pas dire que c'est celui qui a raison sur tout. Et par rapport à Schelling, on y reviendra encore, mais Schelling a vécu longtemps, a commencé à écrire très jeune, a continué, a changé beaucoup d'avis. Donc Schelling est à la fois là avant, pendant, après. Donc ça sera aussi important de voir un peu quel rôle il a pu jouer. Et j'ai mis en bas les deux figures aussi des poètes que sont Novalis et Hölderlin, qui étaient des poètes, mais comme beaucoup à l'époque, qui étaient aussi des philosophes. Hölderlin était ami de Hegel, ami du jeune Schelling, il les a beaucoup influencés, a été influencé par eux et les a influencés. Alors j'aurais sans doute pas le temps d'arriver jusqu'à eux, mais il y a eu vraiment une interaction continuelle entre ces travaux poétiques et artistiques et la philosophie, et d'une certaine manière, Novalis et encore plus Hölderlin ont un peu, par leur recherche poétique, été ceux qui ont creusé à travers l'idéalisme allemand, à travers la volonté de faire une philosophie systématique pour le transcender dans quelque chose d'autre, qui a été soit une philosophie de la nature ou une philosophie qui se tourne plus vers la contemplation ou une certaine forme d'extase. Alors, il ne faut pas l'entendre comme ça. En réalité, c'est plus complexe, mais il y a en tout cas ce rôle. Alors, pour commencer, comme je le disais, l'influence vraiment centrale, c'est l'influence kantienne, c'est la révolution kantienne, avec en particulier un certain nombre de thèses vraiment fondamentales chez Kant. D'une part, le fait que Kant ait cherché à dépasser la dichotomie de l'objet, c'est-à-dire d'un réalisme qui soit un réalisme nu, où on pose simplement des substances, et d'un idéalisme subjectif pur et dur, qui serait celui de Berkeley, pour essayer de penser leur corrélation. Sachant qu'ensuite, ce que les philosophes idéalistes vont reprendre de Kant, c'est que cette corrélation, elle se pense malgré tout plutôt du côté du sujet. Ça ne veut pas dire que le sujet est le producteur au sens d'un idéalisme qui serait celui de Berkeley. C'est pas tant que le sujet produit la réalité, c'est que le sujet, qu'il faut comprendre à partir du sujet la production de l'intelligibilité de la réalité, c'est-à-dire la compréhension de tout ce qui est de l'ordre du sens d'être, de tout ce qui est de l'ordre de l'intelligibilité de l'être doit être rapporté au sujet. Et ensuite, le sujet, comme on va le voir, n'est pas pensé par ces auteurs de la même manière que chez Kant. Et ce qui a influencé énormément ces auteurs et qui leur a permis, d'une certaine façon, de vouloir radicaliser Kant en le retournant contre lui-même, c'est la façon dont Kant a pensé la raison pratique. Sachant que chez Kant, il y a tout de même une distinction entre la raison pure qui a ses principes et la raison pratique qui a ses principes. Et s'il y a quelque chose comme une réalisation effective de la métaphysique et une pensée concrète de l'absolu chez Kant, elle est dans la raison pratique. Elle est dans la raison pratique, elle passe par la moralité. Et ce que vont, je dis d'une certaine façon, vouloir faire les idéalistes, c'est élargir ce modèle qui, pour Kant, était celui de la raison pratique et celui de la conscience morale, et à partir de se réintégrer dans ce modèle-là, dans cette façon de penser la raison pratique, la raison théorique, c'est-à-dire de penser la raison théorique elle-même sur le modèle de la raison pratique, et de penser à partir de là la possibilité d'une vraie pensée, non pas simplement d'une réalisation morale, mais d'une vraie pensée qui soit aussi théorique de l'absolu, mais une pensée qui soit théorique en tant qu'elle est ancrée dans un agir. En fait, c'est le théorique kantien réintégré dans le pratique, et à partir de là, qui devient lui-même, parce qu'il s'ancre dans le pratique, capable de toucher l'absolu. Je dis vraiment ça dans les grandes lignes, mais c'est une manière de prolonger un aspect de Kant en le retournant contre son projet initial. Alors, les failles de Kant, ce que ces auteurs vont lire de Kant, d'une part que Kant a fourni un certain nombre de résultats, mais sans les légitimer, sans en assurer les prémices. Et
on ne peut pas comprendre ces résultats sans en comprendre les prémices. Alors, je vais y revenir plus tard, mais la première chose qui va être reprochée à Kant, c'est de fournir un système de catégories, et à la fois un système de catégories et une esthétique transcendantale qui soit trouvé, sans que soit justifié et légitimé le fait que les formes a priori de la sensibilité soient l'espace et le temps, et sans légitimer que l'objectivité se pense nécessairement à travers le système de catégories que Kant montre. Comme si Kant n'était pas allé jusqu'au bout de son travail d'explicitation et qu'il avait trouvé un transcendantal tout fait qu'il avait rencontré facticement. Sachant que dans le cadre du projet kantien, entre guillemets, l'idée de devoir déduire jusqu'aux formes du transcendantal même est un peu une hérésie. À la limite, la forme de la loi morale se déduit, mais la forme de la forme transcendantale de la conscience théorique n'a pas besoin de se déduire. Donc, premier défaut de Kant, le fait que le transcendantal soit rencontré et non pas déduit, qu'on ne légitime et ne justifie pas le fait qu'on doive passer par ces formes a priori, ces formes esthétiques a priori et ce système de catégories. Deuxième chose que n'aiment pas du tout les philosophes de l'idéalisme allemand, c'est la dichotomie. C'est le fait que pour Kant, la connaissance du monde sensible doit procéder de deux sources distinctes, qui est l'intuition sensible qui en donne la matière et que l'entendement en fasse la mise en forme, sans que le principe de l'unité de ces deux sources soit trouvé. C'est-à-dire que le sujet chez Kant, que la connaissance chez Kant s'élabore à partir d'une position de passivité où le sujet reçoit des représentations qu'il ne crée pas et qu'il les reçoit de l'intuition et qu'il soit obligé de les mettre en forme à partir de concepts et donc par l'entendement, mais sans qu'on comprenne vraiment ce qui permet de lier, ce qui fait que s'articulent, s'agencent, fonctionnent ensemble l'intuition et l'entendement. Il va falloir, pour ces idéalistes-là, légitimer l'unité, trouver une unité à l'entendement et à l'intuition. Alors, on va deviner que ce qui, chez Kant, était une instance médiatrice, qui était le schématisme, va devenir chez eux l'instance qui ne fait pas simplement le lien, mais fonde vraiment leur unité. Donc, d'une certaine manière, le schématisme va devenir traducteur, va devenir créateur. Le schématisme va devenir la source réelle et de l'intuition et de l'entendement. Et enfin, la troisième chose, c'est l'interdiction que Kant mettait sur l'accès à l'absolu. En disant, mais justement, Kant, à partir de la façon dont il pense la liberté, permet de penser une atteinte effective au monde suprasensible. Mais simplement, cette atteinte effective, cet accès ou cette intuition à l'absolu ne doit pas être pensée sous la forme de la réceptivité ou de l'accès à un contenu, mais doit être pensée sous la forme de l'agir, comme liberté. C'est-à-dire la forme kantienne de la liberté, de l'action, va être la forme selon laquelle l'absolu lui-même se donne à nous. À partir des prémices que Kant a posées sur la liberté, sur l'autonomie, les penseurs idéalistes allemands vont vouloir penser une réalisation effective de l'absolu sous la forme en particulier de ce qui chez Kant était interdit, c'est l'intuition intellectuelle. Et pas l'intuition intellectuelle comme l'extase vers un contenu, mais l'intuition intellectuelle comme une réalisation effective, comme un agir, comme un travail de la conscience et du sujet. Un travail d'explicitation, de légitimation. En disant que ce travail, cet effort même de mise en intelligibilité du monde, qui doit être pensé comme intuition intellectuelle, qui doit, d'une certaine manière, permettre de comprendre l'accès à l'absolu. Donc, je vous donne les grandes lignes. Deuxième, donc, l'influence spectrale, c'est l'ombre de Spinoza. Alors, d'une part, parce que Spinoza fait un grand retour, et un retour, ça ressemble plutôt à l'Empire contre-attaque, c'est un retour un peu sinistre. Vous avez, au moment, dans les années 1780, ce qu'on appelle la querelle du panthéisme,
ou qui est initié par Lessing, entre Lessing et Jacobi. Et Jacobi accuse le spinozisme de mener à l'athéisme et accuse un certain nombre de projets philosophiques, dont d'ailleurs aussi le projet kantien, d'être subrepticement ou volontairement imprégné de spinozisme. Donc Spinoza est à la fois un repoussoir, mais en même temps, Spinoza est un attracteur, parce que Spinoza donne le modèle d'une pensée qui s'exprime de manière systématique, c'est-à-dire d'une pensée qui considère que les choses ne doivent pas se penser distinctement, qu'il s'agit de penser en un le monde, Dieu, l'être, qu'il ne s'agit pas de partir de concepts disjoints, mais qu'il s'agit de partir de l'unité, et de l'unité fondamentale, et de cette position d'unité, d'en déployer les différents aspects, les différentes dimensions, les différentes facettes. Sachant que ce que par contre les idéalistes vont repousser, c'est que chez Spinoza, l'unité est pensée comme substance absolue. Alors qu'il s'agira justement, pour conjurer le spectre de l'athéisme, de ne pas penser simplement cette unité comme substance, c'est-à-dire, mais de la penser aussi d'une certaine manière, on va essayer de voir au fur et à mesure ce que ça veut dire, comme sujet et comme esprit, donc de comprendre une intériorité et de mettre une forme d'activité, de processus au sein de l'absolu spinoziste, d'incarner l'absolu spinoziste, d'une certaine manière, sans lui faire perdre sa valeur absolue. Alors le coup d'envoi vraiment de ces pensées idéalistes va être donné par Fichte. Donc Fichte a un trajet assez intéressant. Il naît donc dans un milieu modeste. Comme beaucoup de philosophes de cette époque, il commence d'abord des études de théologie et au sein de ces études de théologie, il découvre la philosophie, avec Spinoza. Il publie son premier livre, grâce à la recommandation de Kant. C'est Kant qui recommande Fichte auprès de son éditeur, et le livre au début est pris pour un livre que Kant aurait publié anonymement ou sous un autre nom. Et très rapidement, ce premier livre de Fichte, qui a été considéré comme une quatrième critique, lui donne un grand renom, qui fait qu'il est nommé professeur à Iéna. Et à partir de là, Fichte va développer petit à petit sa propre philosophie qu'il va intituler Doctrine de la science. Alors, je vais essayer de m'expliquer plus loin sur ce titre, sur ce qu'il entend par science, sur ce qu'il essaie de faire. Sachant qu'ensuite, Fichte écrit beaucoup et écrit aussi d'autres choses, mais il reprend sans cesse sa doctrine de la science. La doctrine de la science, c'est vraiment l'exposition du système de Fichte, du système dans lequel Fichte essaie d'expliquer sa pensée de l'absolu et de la réalisation de l'absolu. Donc, il le reprend un certain nombre de fois, jusqu'à sa mort. Alors, pour essayer de comprendre ce que Fichte veut dire par ce concept de savoir absolu, je vais faire un petit retour en arrière vers Kant. Vous savez que Kant définit, vous avez entendu que Kant définit par transcendantal, en tant que transcendantal, la connaissance qui ne s'occupe pas tant des choses pas tant des objets elles-mêmes que de la possibilité a priori de les connaître, que de la manière de les connaître en tant qu'elle est possible a priori. Et c'est justement dans cette recherche, dans cette définition de la connaissance transcendantale que Fichte va venir mettre son grain de sel, entre guillemets. Et Fichte va dire il faut, contrairement à ce que fait Kant, distinguer 3 types de connaissances et pas seulement 2. Kant distingue la connaissance des objets et la connaissance qui expose les conditions nécessaires de possibilité de toute connaissance. Fichte dit, mais pour que le système soit complet, il faut comprendre ce qui permet d'exposer ces conditions nécessaires, ce qui permet de légitimer la position du transcendantal même, ce qui permet, comme je le disais tout à l'heure, de légitimer le fait que tel système de conditions et de catégories s'applique, c'est-à-dire une connaissance d'un 3e type qui s'occupe de légitimer le savoir. Et c'est cette connaissance du 3e type, cette connaissance qui permet de légitimer le savoir, c'est que Fichte va appeler la connaissance absolue. Il ne s'agit pas pour Fichte d'un savoir particulier, il s'agit vraiment de la forme du savoir. Il s'agit vraiment d'une connaissance qui permettent de déterminer ce que peut être la connaissance comme telle. Ce qui implique, comme je le disais,
de décrire et de présenter les choses d'une façon qui est volontairement dépaysante, parce que cette connaissance, est extrêmement peu appropriée au mode normal de raisonnement et de présentation, au mode qui passe par les catégories de l'entendement. Et donc, il faut l'écrire dans une langue qui bouleverse volontairement de catégories interprétatives pour qu'on ne le lise pas trop facilement et qu'on ne l'interprète pas trop vite, parce que cette connaissance doit toujours être aussi réflexive. C'est-à-dire, elle ne peut pas simplement s'appliquer automatiquement, elle doit toujours réfléchir sur son propre sens. Et à partir de là, la difficulté et une certaine illisibilité fait d'une certaine manière partie de son mode d'exposition même. Parce que dès que cette connaissance s'applique comme un raisonnement, elle perd cette tension légitimement, cette tension réflexive qui demande toujours qu'est-ce que je suis en train de faire, en quoi est-ce que je dis est vraiment une démonstration. C'est vraiment le contraire de la connaissance scientifique qui puisse s'appliquer. C'est une connaissance qui est toujours à distance de son propre process et qui est toujours en train de se ressaisir. Pour essayer de vous expliquer pourquoi ça fonctionne, pourquoi ce style est si difficile. Alors ensuite, Fichte va dire aussi, cette connaissance, je vais l'appeler intuition, mais ce n'est pas une intuition au sens de l'extase dans une révélation qui me serait donnée, ce n'est pas une intuition de quelque chose qui serait déjà là, ce n'est pas donc une connaissance liée à une réceptivité, c'est une connaissance liée à un acte. Donc Fichte va introduire cette catégorie qui peut sembler étrange d'intuition constructive. Il va donner un exemple pour ça, une analogie, en disant, prenons l'exemple d'une connaissance géométrique, mathématique. Prenons un triangle. Le fait que fermer un triangle, je ne peux fermer un triangle, va-t-il dire, enfin, j'ai deux droites, je ne peux je ne peux fermer un triangle que par une seule ligne, et c'est vrai pour tous les triangles. Ouais. Toutes les connaissances qui sont de l'ordre de la... C'est vrai pour tous les triangles dans la géométrie euclidienne, mais ça ne lui vient pas à l'esprit, ce qui fait que l'exemple comme tel n'est pas forcément le meilleur quand on réfléchit après coup. En tout cas, l'intérêt là-dedans est de dire, en géométrie, nous pouvons acquérir par l'idéalisation une connaissance qui va être pour tous, mais ce n'est pas une connaissance qui s'impose comme telle. Il y a tout un travail de construction, un travail qui va passer par des schémas, qui va passer par des exemples, et à travers ce travail constructif, on va pouvoir arriver malgré tout à quelque chose qui s'impose intuitivement et qui vaut pour tous. Et c'est donc ce modèle qui a été donné par la géométrie d'une connaissance qui procède à la fois d'une construction et qui, à travers cet aspect constructif, vise une idéalité qui est celui de la doctrine de la science. Donc c'est ce type de connaissance-là, c'est ce type de raisonnement-là, un raisonnement constructif, mais une construction qui aboutit à une intuition, qui est le modèle de la doctrine de la science. Mais la doctrine de la science ne va pas partir, toute encore sa difficulté, de cas concrets comme la géométrie ou comme d'autres sciences. Mais en tout cas, vraiment, ce qui est à retenir là-dedans, c'est que quand Fichte parle d'intuition, quand Fichte parle d'intuition intellectuelle, il ne la conçoit pas du tout comme Kant le concevait pour le récuser. Ce n'est pas l'intuition comme la réceptivité d'un contenu extérieur, c'est la capacité de l'esprit à construire les conditions de l'intelligibilité, de s'élever progressivement à l'intelligibilité. Et sachant que cette capacité pour Fichte va plus loin que pour Kant, la capacité simplement de l'entendement à lier des représentations par des catégories. Il y a vraiment une capacité de l'esprit à produire une intelligibilité générale. Alors, pour revenir encore dans les fondamentaux, Fichte conteste justement le fait que Kant parte de la réceptivité et définisse le sujet à partir d'une réceptivité aux données, en disant il ne faut pas concevoir le modèle comme un sujet passif et des représentations, parce que cette conception est en réalité abstraite. C'est pas ce qu'il faut mettre originellement, c'est qu'il faut comprendre le sujet comme une activité, comme un mouvement. C'est-à-dire, je ne suis pas originairement en tant que sujet
une passivité réceptive à un monde extérieur, je suis une activité. Et quelque chose d'extérieur ne m'est pas d'abord donné comme des objets que j'essaie de connaître, mais comme une résistance. Donc la scène initiale dont il faut partir, ce n'est pas un sujet et des objets, mais c'est un soi agissant qui rencontre une limite, un non-soi. Et le fait que ce non-soi se présente ensuite sous une forme objective, sous une forme à connaître, c'est déjà l'objet d'une réflexion. C'est-à-dire tout le schéma kantien est déjà pour Fichte dérivé, parce que la scène initiale, c'est l'activité d'un sujet réfléchissant sa propre limite pour en objectiver. Et donc la connaissance, la compréhension de la résistance comme phénomène extérieur et sa mise à distance sont déjà un résultat, une suite de cette activité résistance initiale. Alors, c'est un schéma qui va être beau. Là, Fichte le prend de manière très théorique. Ça va être terriblement repris dans d'autres domaines et aussi dans les sciences cognitives d'ailleurs. Autre chose que Fichte prend comme base, c'est la manière dont Kant avait refusé pour la conscience morale l'hétéronomie. Alors, pour Kant, mais pour Kant, comme on le sait, ce raisonnement-là, il vaut vraiment pour la conscience morale. C'est-à-dire la loi morale ne peut pas être donnée comme un contenu extérieur que la conscience ne se donnerait pas, que le sujet ne se donnerait pas lui-même. Il ne peut pas y avoir aliénation dans la loi morale. La loi morale est nécessairement autolégitimée, et elle est nécessairement autolégitimée dans le sujet lui-même. Il n'y a pas de morale qui soit observance de quelque chose, d'une injonction qui soit donnée de l'extérieur, si cette injonction ne passe pas par la formalité même de la subjectivité. Enfin, le fait que finalement la loi morale chez Kant, c'est l'impératif ne te contredit pas. Et Fichte va élargir tout ça en disant cela vaut aussi pour la raison pure, cela vaut pour la connaissance elle-même, parce que finalement, et je passe, la raison pure elle-même ne peut pas accepter que ça soit un contenu de pensée ou un contenu de sens qui légitime un autre contenu de pensée ou un autre contenu de sens. C'est-à-dire, à partir du moment où on essaie de penser le fondement, tout fondement qui soit de l'ordre d'un contenu de pensée, d'une explication, qu'on dise que ce soit Dieu, qu'on dise que ce soit la nature, qu'on dise que ce soit ceci ou cela, à partir du moment où on pose en tant que fondement quelque chose qui a la forme d'un objet et qui a la forme d'un concept qu'on puisse poser comme tel, on arrive à une hétéronomie parce que le fait de poser quelque chose qu'on objective comme fondement fait qu'on est obligé d'accepter sa valeur fondationnelle sans en rendre compte. Donc, il faut au contraire penser la volonté de chercher le fondement à la connaissance sur le même principe que la loi morale. C'est-à-dire, ce qui fonde, ce qui justifie, ce en quoi finalement doit, ce dont procède l'être, ne peut pas être posé comme une chose, ne peut pas être posé comme un concept, ne peut pas être posé du tout. Donc, nous partons d'une connaissance négative. La seule chose qu'on sait d'abord de l'absolu, de la pensée de l'absolu, c'est qu'on ne peut pas penser l'absolu comme un contenu. On ne peut pas penser l'absolu comme un objet. On ne peut pas penser l'absolu en mettant un nom dessus, parce que dès qu'on fait ça, on le désabsolutise. Parce que dès qu'on fait ça, on l'objective. On l'objective, en tout cas pour la conscience. Donc, l'absolu ne peut être pensé que négativement, dans un premier temps, comme quelque chose qui nous échappe. La seule caractéristique première de l'absolu, c'est qu'il ne peut pas être donné sous la forme normale de l'entendement. Mais tout l'enjeu sera de transformer cette connaissance négative en connaissance positive. Et pour cela, d'intégrer cette négation, le fait que l'absolu ne puisse pas être donné comme tel, dans un mouvement. Et finalement, ça va être le mouvement de recherche de l'absolu lui-même, qui va se ressaisir et qui va devenir réalisation de l'absolu. Alors,
Là encore, c'est très complexe. Donc, j'en donne vraiment simplement quelques briques pour essayer d'indiquer dans quelle direction Fichte va, sachant que, comme tel, ça va sembler très insatisfaisant. Mais les grandes lignes de ce que Fichte pense, sachant que dans ce slide, je rassemble des choses qu'il a écrites dans différentes versions de la doctrine de la science, donc il ne pense pas, il ne met pas toujours le poids ou l'accent sur la même chose. Mais ce sur quoi finalement l'absolu doit être pensé à partir du mouvement de recherche lui-même, du mouvement de recherche de fondement. Ce mouvement de recherche dont l'essentiel est que le moi ne peut coïncider avec aucun contenu qu'il lui est donné. C'est-à-dire, dès que le moi sait quelque chose sous la forme objective, ce qu'il sait n'épuise pas, ne rend pas compte de lui-même comme tel. Donc le moi se donne comme, Hegel dirait comme négativité, mais dans le fait qu'il n'est jamais totalement, qu'il n'adhère jamais totalement à ce qu'il est en train de penser, que tout ce qu'il pense, que tout ce qu'il sait ne s'impose jamais mécaniquement à lui. Je ne suis pas un zombie, grosso modo. Je suis toujours en excès ou en défaut par rapport au contenu de ma pensée. Et c'est cet excès ou ce défaut, c'est ce fait que je ne coïncide pas avec ma propre existence, avec mon propre acte pensant, c'est à la fois ça qui fait que je suis en recherche de fondement, parce que là, les choses se donnant toujours, et surtout les pensées, se donnant toujours dans une certaine précarité, je suis toujours amené à chercher à en rendre compte, donc à leur chercher des explications. Seulement ensuite, il faut comprendre que ces explications ne peuvent pas être posées sur le plan des choses mêmes, mais que c'est la recherche, c'est ce mouvement même de refus de l'autoposition des choses qui est la réalisation de l'absolu. Le moi, le moi est liberté dans le sens où il ne peut pas, en tant que pensée théorique, pas simplement en tant qu'acte pratique, parce que sa pensée n'est jamais satisfaite, ne peut jamais s'arrêter. Quelque chose qui me serait donné comme vérité, par le fait même de m'être donné comme vérité, serait insatisfaisant et comme vérité absolue, hein, pas comme vérité relative. Quelque chose qui me serait donné comme la vérité au sens de ce qui fonde le sens, par le fait même de l'être, n'expliquerait plus rien. J'ai envie de dire, on pourrait trouver des traces lointaines de ça dans Wittgenstein, hein, sauf que Wittgenstein ne le voit pas de la même manière, mais Wittgenstein oppose de la même manière. La connaissance scientifique, elle fait des liens entre les choses, elle ne leur donne pas du sens. Donc elle présente toujours une vérité qui est une véracité, mais elle n'explique pas ce que Wittgenstein dit. Wittgenstein va dire donc aucun contenu, aucune explication ne peut être une explication philosophique. Le métaphysique, il ne peut pas y avoir de connaissance métaphysique parce que le monde en tant que tel ne peut pas avoir de sens. Tout ce qui se présenterait comme sens du monde, par le seul fait de se présenter, se détruirait. Wittgenstein, de ça, en déduit l'impossibilité de la métaphysique. Fichte, de ça, déduit que c'est ce mouvement même d'impossibilité de rendre compte du sens du monde, du tout, qui est la métaphysique. Que c'est ce mouvement même par lequel je suis toujours emporté au-delà de moi-même, que je désire toujours rendre compte au-delà de ce qui m'est immédiatement donné et que je ne peux jamais mettre un point d'arrêt à ça, c'est ça, la réalisation du savoir absolu. Et pourquoi pour Fichte ? Parce que ce mouvement, en tant que tel, comme aspiration, elle conduit à une imagination de l'absolu. Elle projette l'absolu comme un horizon. C'est-à-dire, elle ne donne pas l'absolu, mais le fait est que tout ce qui se donne comme une explication, alors je reviendrai, mais on parle d'explication philosophique. On ne parle pas d'explication mécanique ou autre. On parle vraiment d'explications qui fondent, qui expliqueraient pourquoi, de manière définitive, les choses sont comme telles, quelle est leur nature ultime, quel est le sens ultime des choses. On parle d'explication ultime, on ne parle pas d'explication relative. Le fait que je sois toujours amené à cette recherche-là projette l'horizon de l'absolu comme ce qui m'empêche justement de me satisfaire de ce que j'ai. Et pour Fichte, alors là je vous demande de me croire sur parole, mais pour Fichte, c'est cette image de l'absolu, ce qu'il faut comprendre pour passer d'une vision négative à une vision positive, c'est que cette image de l'absolu n'est pas un absolu dégradé, c'est la réalisation de l'absolu. Parce que
Il faut comprendre que c'est l'acte même, c'est l'inquiétude même, c'est mon aspiration même à la connaissance en tant qu'elle n'est jamais satisfaite, une aspiration à la connaissance ultime en tant qu'elle n'est jamais satisfaite, qui n'arrête pas de reprojeter cet horizon de l'absolu, qui n'arrête pas de me remettre d'une certaine manière, de me resoumettre à la contrainte de la vérité, qui me fait que je suis obligé sans cesse de constater que ce que j'ai n'est pas suffisant, que je dois réinterroger, que je dois continuer. Et donc, ce n'est pas un absolu que je puisse saisir, mais cette image de l'absolu, en tant qu'il me meut, et qu'il me meut sans cesse, il est la réalisation de l'absolu, mais la réalisation qui est simplement l'acte, le fait de se remettre toujours à chercher. Je ne sais pas si ça semble à peu près clair. Alors, simplement pour réexpliquer un peu ce que j'ai dit. Pour que cette conception ait du sens, il faut vraiment admettre qu'on distingue très fortement la connaissance philosophique ou des autres types de connaissances. Parce que il faut vraiment, ça ne vaut cette conception qu'à partir du moment où on considère que la philosophie a pour but de rendre compte ultimement des choses de l'être et du sens. Qu'elle n'a pas simplement pour rôle d'éclairer des concepts, mais qu'elle a vraiment pour rôle d'arriver à une connaissance ultime, une connaissance fondationnelle, comme le voulait Descartes, comme le veut Spinoza. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on considère que la philosophie a ce rôle-là, alors on entre dans ce schéma, où cette connaissance, justement, vaut par le fait qu'elle ne peut jamais être donnée. La question de Fichte, en d'autres termes, n'est pas du tout celle que poseront plus tard Husserl ou Heidegger. Ces auteurs, j'avais dit la dernière fois, s'intéressent à la façon dont la réalité des choses est en jeu dans le rapport que nous avons avec elle, dont en tant que nous existons, nous sommes toujours déjà et originairement confrontés et questionnés par le fait que les choses se donnent à nous dans leur réalité. Fichte, d'une certaine manière, demande le contraire. Il dit que dans notre rapport aux choses, nous sommes toujours mus par une pulsion qui va au-delà de la connaissance pratique, la pulsion d'une connaissance métaphysique, et qui fait que les choses se donnent toujours et les idées se donnent toujours à nous d'une manière insuffisamment réelle, parce que toujours dans une certaine facticité, donc toujours d'une certaine manière infondée. Et que c'est ce tremblement, cette précarité consubstantielle de tout ce à quoi nous avons affaire qui nous meut vers l'absolu. D'une certaine manière, encore une fois, si vous vous souvenez, c'est un retournement de Kant, c'est une prise de judo à Kant. Parce que Kant disait que la tension vers l'inconditionné, elle nous habite, elle a tendance à vouloir nous faire passer de la connaissance physique à la métaphysique. La tendance vers l'inconditionné, elle est là naturellement dans le fait même que nous usons des catégories de l'entendement, mais chez Kant, cette tendance à l'inconditionné, elle doit être maîtrisée, elle doit être régulée, l'inconditionné doit être pris pour une idée régulatrice projetée à l'infini, guidant la recherche, et non pas comme quelque chose qui puisse être l'objet d'une connaissance. Pour Fichte, cette tendance à l'inconditionné, elle ne devient pas seulement une pulsion, une idée régulatrice, elle devient le moteur même, elle devient l'aliment même, d'une certaine manière, elle devient l'acte même de l'esprit vivant. C'est parce que nous sommes habités de cette pulsion à l'inconditionné que nous sommes esprits. Et donc, le fait même qu'elle ne puisse pas être atteinte, contrairement à ce que dit Kant, non, ça ne la délégitime pas. Au contraire, c'est ça qui en fait la trace permanente et l'appel permanent en nous de l'absolu. Je vais essayer d'aller un peu plus vite quand même, mais donc très rapidement. Ensuite, deuxième auteur principal, donc Schelling, qui vit très longtemps, qui commence sa vie qui est un surdoué, c'est-à-dire qu'il se met à écrire ses premiers textes qui ont déjà un impact à 17 ans. Au début, il est très influencé par Fichte, il veut simplement compléter le système de Fichte, puis il diverge de lui, il propose un certain nombre de systèmes, d'abord qui sont des systèmes idéalistes, puis qui vont dans une autre direction. Le fait que ce soit quelqu'un d'à la fois extrêmement précoce, extrêmement productif et qui vit longtemps rend sa philosophie difficile à présenter. Il influencera beaucoup de gens et beaucoup de philosophes ultérieurs qui se détacheront toujours de lui, qui à la fois seront toujours déçus par lui, mais en même temps extrêmement influencés par lui. Et Schelling aussi, je le dis rapidement, c'est un des philosophes qui a le plus influencé Heidegger. Donc,
je vais très vite là-dessus parce que je voudrais passer à Hegel. Mais je vais juste prendre deux moments chez Schelling. Le premier, c'est le jeune Schelling qui est encore fichtean. Il dit pour que la pensée de Fichte soit complète, il faut montrer explicitement comment cette pulsion vers l'absolu s'historicise, c'est-à-dire il ne faut pas simplement il faut pas simplement dire théoriquement que c'est le non-moi en tant qu'il résiste à l'activité du moi qui doit être compris comme la base de la pulsion de connaissance. Il faut véritablement élaborer une histoire transcendantale des étapes de la production. Alors, la production du monde par le moi, ce n'est pas la production du monde en tant que réalité, c'est la production du sens du monde. Ce n'est pas la production de la réalité extérieure, c'est la manière dont une réalité extérieure inerte est petit à petit amenée à être interprétée à l'horizon de catégories et reçoit du sens et reçoit de la conscience une consistance. Alors, c'est pas la... Donc, la première philosophie de Schelling, c'est celle-là, c'est un complément de la philosophie de Fichte, essayant d'expliciter vraiment, à partir de la dialectique du non-moi et du moi, les étapes de la production du système de catégories, de l'intelligibilité du monde et de cette situation finale dans laquelle nous nous comprenons comme un être séparé, libre, face à un monde qui n'est pas nous, mais que ne nous est pas étranger, dans lequel nous pouvons agir. Ensuite, vous avez, j'en dis simplement quelques mots, mais vous avez un retournement, parce que Schelling petit à petit va dire une philosophie de l'absolu, elle peut partir de deux façons. Elle peut partir du sujet, mais elle peut aussi partir de la nature. Et Schelling va vouloir non plus partir de la manière dont le moi s'oppose petit à petit aux choses pour les interpréter, mais de la manière dont les choses, dans la nature, est susceptible de produire le moi. Donc il va y avoir toute une philosophie qui va s'approfondir, qui va devenir très longtemps, dans laquelle Schelling tente de comprendre, de concevoir la nature de telle manière que la nature elle-même soit comprise comme passible de la conscience, soit passible de la réflexion. Pour sortir, là encore, de cette opposition dans laquelle on aurait une nature faite d'objets inertes et, de l'autre côté, des consciences, Schelling va se demander comment concevoir les deux en un, comment concevoir, dans le concept même que nous avons de la nature, quelque chose qui ne soit pas déjà la conscience, mais qui soit déjà la passibilité de la conscience. Alors, il va partir d'une distinction entre ce qu'il appelle l'existence. L'existence, c'est ce qui a rapport à soi, ce qu'il appelle la base. La base, c'est l'être qui n'a pas rapport à soi, en disant tout ce qui est à la fois, d'une certaine manière, conscience et base, mais à différents niveaux de développement. Donc même moi, en tant qu'humain, justement, je ne suis pas simplement conscience, j'ai aussi en moi une immense dose de virtualité. De fait, j'ai été produit par la nature, il y a en moi énormément de non-conscients, je suis un être naturel, donc il y a énormément d'automatique en moi, et cette automatique est ce qui, d'une certaine manière, donne son énergie à ma conscience. Et de la même manière, inversement, même dans les objets naturels les plus... même la nature en tant que telle, elle est essentiellement base, mais elle tend toujours vers la conscience. Il y a un peu cette espèce d'appartenance où on ne part plus d'une... Je ne suis pas séparé de la nature, je suis une des façons, je suis relié à la nature, je suis un volet de la nature, je suis le volet réflexif de la nature, et ce que j'appelle normalement la nature, ce qui est autour de moi inerte, c'est le volet passif de... Bon, voilà. Alors là encore, pour être explicité, pour ne pas avoir l'air bizarre, ça demanderait à être beaucoup décrit, mais ça part quand même d'une vraie question qui est nous avons catégorisé les êtres de telle façon que nous opposons ordinairement la conscience et les êtres naturels. Nous concevons les êtres naturels comme des objets séparés. Le concept a priori que nous avons normalement de l'être naturel, c'est l'objet inerte. C'est ce qui vient, en tout cas, c'est ce que la science, depuis Galilée et Newton, a produit. Schelling dit il faut revoir ça. Il faut revoir ça en partant de cette dichotomie, pour produire un concept de l'être intégrateur qui permette d'intégrer ces deux dimensions, comme deux expressions. Là encore,
on reconnaît l'ombre de Spinoza, sauf que c'est un spinozisme qui ne part pas d'un parallélisme, mais qui part d'un processus. C'est-à-dire que vous n'avez pas la pensée, l'étendue et la pensée qui sont pensées dans leur parallélisme, mais vous avez un processus de sortie de soi. C'est un spinozisme dynamique. Bon, je passe, pour essayer de continuer, je passe donc à Hegel. Hegel donc, est de la même génération. Il est, comme Fichte, il se dessine d'abord à la théologie. Il rencontre Schelling et Hölderlin au Stift de Tübingen. C'est quelqu'un qui, dans sa production philosophique, est moins précoce que Schelling. Au début, il est considéré comme un élève à la fois très cultivé et très doué, mais moins inventif. Mais petit à petit, il produit sa propre philosophie, sauf qu'il met plus de temps à la produire. Il devient indépendant. D'une part, il se met à la produire parce qu'en devenant indépendant grâce à l'héritage de son père, ce qui lui permet de devenir docent à Iéna. Docent à l'époque, ça voulait dire, ce que je fais actuellement, chargé de cours sans être payé. Sauf que lui, il faisait ça tout le temps. Et donc, à ce moment-là, il a acquis une autonomie, donc ça lui permet d'écrire vraiment. Et ensuite, en 1806, un coup d'éclat, la publication de sa grande œuvre, sa première grande œuvre, vraiment absolument personnelle, qui s'oppose à Schelling et à Fichte et qu'il projette vraiment comme le philosophe le plus important, considéré comme le plus important de son époque, la phénoménologie de l'esprit. Alors, évidemment, c'est une gageure. Je vais essayer en une vingtaine de minutes quand même de donner quelques indications sur ce dont parle la phénoménologie de l'esprit, ce qu'il y a dedans, comment elle fonctionne, et le rôle qu'elle joue dans la pensée de Hegel. Sachant que la phénoménologie de l'esprit, c'est un livre à la fois très complexe, très grand, très vaste, et en même temps un livre que Hegel a en partie, non pas récusé, mais a beaucoup discuté plus tard. La phénoménologie de l'esprit, c'est un peu l'œuvre initiale dans laquelle Hegel veut tout mettre. Ce qui en fait à la fois une œuvre extrêmement riche, mais très difficile à lire. Plus tard, Hegel va essayer de réordonner tout ça. Et donc, il n'y aura plus forcément les mêmes éléments, il n'y aura plus forcément les mêmes étapes dans sa présentation. Mais c'est tout de même vraiment vous avez potentiellement beaucoup de Hegel dedans. Vous avez 4 traductions disponibles en français, sachant qu'elles ont toutes leurs difficultés. Vous avez celle d'Hippolyte, la première, qui a, j'ai envie de dire, l'avantage et le désavantage d'être la traduction de quelqu'un qui était lui-même un philosophe créatif, ce qui fait qu'il a projeté beaucoup de lui-même dedans. Donc c'est une traduction qui est en même temps une réécriture. Vous avez celle de La Barrière, qui a l'avantage et le défaut d'essayer d'être une traduction littérale, ce qui fait que les structures de l'allemand et les formes un peu grammaticales, les manières de nominaliser de l'allemand sont intégralement reprises dans le français, ce qui rend la chose totalement illisible. C'est vraiment pas par celle-là qu'il faut commencer, parce que vraiment, vous avez une clonage de l'allemand dans le français. Vous avez celle de Lefebvre, qui est peut-être la plus lisible, parce que Lefebvre était un germaniste professionnel. Donc, il traduit de manière très élégante. Et puis, vous avez celle de Bernard Bourgeois, qui est sans doute la plus exacte du point de vue philosophique et philologique, parce que Bernard Bourgeois était vraiment un spécialiste universitaire de Hegel, qui n'a pas projeté sa propre philosophie dessus. C'est pas la plus facile, c'est la plus efficace pour accéder vraiment à la réalité du texte. Moi, je conseille les 2 dernières, comme Lefebvre pour entrer dans le texte, Bourgeois pour ceux qui veulent l'étudier. Alors, cette phénoménologie, elle commence par une préface qui est un monument de difficulté, qui est une œuvre à part entière, une préface qui commence par dire que le concept de préface est absurde, mais qui en même temps essaie d'expliquer ce que Hegel veut faire. Alors, Hegel va pousser vraiment jusqu'au bout l'idée de systématisme. C'est-à-dire, Hegel va vraiment dire, comme déjà Schelling, et comme déjà Fichte, mais sans doute avec encore plus de radicalité, la seule vraie philosophie est la philosophie du tout, de la totalité. Il faut partir du tout en un. Donc ça, c'est le modèle spinozisme. Mais le tout ne peut être compris
ne doit pas être posé comme une substance, ne doit pas être posé dans l'immobilité, mais le tout doit être compris dans un processus. Alors, ça ressemble à ce que j'ai dit qu'avait déjà commencé Schelling. Sauf que Hegel va essayer de le pousser beaucoup plus loin, et surtout, Hegel le pousse de telle façon que chez lui, ce n'est pas seulement la manière dont un moi en viendrait à se connaître et connaître les choses qui appartiennent à cette histoire du tout, mais ce sont les idées philosophiques elles-mêmes. Il y a une vraie pensée du tout comme histoire, et pas comme histoire subjective, mais comme histoire de l'esprit. Hegel va dire que la vérité, c'est le processus par lequel s'articulent les différentes conceptions successives de la vérité. C'est pas que, alors, cette conception historique ne veut absolument pas dire chez Hegel que ne conduit absolument pas chez Hegel au relativisme. Ça ne veut pas dire qu'il y a des conceptions qui sont liées à une certaine histoire, à une certaine époque dans l'histoire, qui sont culturelles et qui devraient changer ensuite. L'idée de Hegel, c'est plutôt qu'il n'est pas possible et qu'il n'y a pas de sens de vouloir arriver directement à une intuition du tout ou de la réalité. Alors, là encore, on suit ce schéma fichtien qui dit il ne peut pas y avoir donation de l'absolu. Il ne peut pas y avoir donation de l'absolu comme un contenu, donc il ne peut pas y avoir connaissance de l'absolu comme tel. La philosophie, donc la manière dont l'esprit va conceptualiser, concevoir les choses, passe nécessairement par des étapes, par des figures, qui ne sont pas des figures liées à l'empiricité, qui ne sont pas des figures liées à la subjectivité, mais qui sont des figures liées à la vérité elle-même. C'est-à-dire, le concept, il y a un ordre nécessaire dans lequel il y a une manière, dans lequel, en partant de la réalité, la réalité peut être conçue. On ne peut pas accéder à la fin de la philosophie, à la fin de l'histoire, directement parce que ces différentes figures, ces différentes étapes se succèdent en se désenveloppant les unes des autres, en s'inscrivant, en se transformant les unes dans les autres. Alors, Hegel donne une métaphore qui est très connue, qui est celle du bouton qui devient un arbre. En disant, il ne faut pas dire que la fleur ou l'arbre ou le fruit, que l'arbre nie le bourgeon, que la fleur nie la feuille, que le fruit nie la fleur. Il faut, je ne sais pas dans quel ordre ça se fait, mais il faut comprendre tout ça comme un même processus d'éclosion. Et de la même manière, les différentes doctrines philosophiques, les différentes conceptions philosophiques, ce sont des figures progressives du développement de l'esprit qui arrivent à la compréhension et la possession de lui-même qu'en les traversant, qu'à la condition de les traverser progressivement. Finalement, même si Hegel s'oppose beaucoup au modèle mathématique, on peut dire la même chose, on peut dire une chose assez proche, assez similaire quand vous faites des mathématiques. Vous ne pouvez pas accéder à certaines idées sans avoir accédé à d'autres. Enfin, je veux dire, il y a l'idée d'une progressivité. Sauf que chez Hegel, ce n'est pas simplement des raisonnements qui se présupposent les uns les autres, mais ce sont des conceptions. C'est-à-dire, c'est une philosophie à un certain moment en tant que totalité, accouche d'une autre philosophie. Et vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de passer par ces différentes philosophies qui sont différentes totalités parce que les concepts ne s'éclairent qu'à l'aune de ce qui a précédé. Et la philosophie et le savoir absolu n'a de sens qu'à partir du moment où vous avez franchi un certain nombre d'étapes avant. Ce qui fait d'ailleurs, ce qui va permettre à Hegel de récupérer toute l'histoire de la philosophie, et en particulier ceux avec qui il discute ou à qui il s'oppose, c'est-à-dire Kant, c'est-à-dire Fichte, c'est-à-dire Schelling, comme des moments de son propre système, en disant toutes ces philosophies constituent des étapes que l'esprit devait traverser dans sa prise de conscience progressive de lui-même pour à chaque fois accoucher l'étape suivante, sachant que Hegel voit sa philosophie comme l'étape terminale, c'est-à-dire l'étape dans laquelle la philosophie a enfin acquis la pleine possession d'elle-même, la pleine connaissance de ce qu'elle est. Du coup, ce n'est plus une philosophie qui est menacée d'hétéronomie, qui accepte des concepts sans savoir d'où elle vient, mais c'est une philosophie qui devient pleinement acte, c'est-à-dire qui
proche de... Vous voyez bien les échos de ces deux maîtres et rivaux dans tout ça. Donc, comme je le disais, les moteurs de cette progression, il faut voir deux points. D'une part, la philosophie de Hegel est par essence dialectique. La dialectique, c'est ce qui permet d'accompagner et de comprendre la transformation des figures de l'esprit les unes dans les autres. C'est-à-dire, la dialectique, ce n'est pas une méthode abstraite qui s'applique de l'extérieur à un objet. La dialectique, c'est la compréhension intérieure de la nécessité que telle figure, par ses propres contradictions internes, telle figure de l'esprit, telle philosophie, par les contradictions internes qu'elle génère, est amenée à poser une figure suivante qui résout partiellement ces contradictions, mais on va en poser de nouvelles. Pour donner un exemple, Kant, la philosophie de Kant va répondre à un certain nombre de contradictions qui étaient là, que ce soit chez Leibniz, que ce soit chez Hume, mais dans la manière dont elle se thématise, elle-même va arriver à un certain nombre de contradictions. Ce sont celles que les premiers idéalistes allemands vont pointer. Les contradictions dans la philosophie de Kant vont conduire une nouvelle philosophie qui essaie de les résoudre et qui part d'un autre point, qui va être celle de Fichte et de Schelling. Ces philosophies ont elles-mêmes des limites qui vont conduire à une nouvelle philosophie qui est celle de Hegel. Donc la dialectique, c'est vraiment cette compréhension intérieure des processus de transformation des figures de l'esprit les unes dans les autres. La négativité, c'est le moteur de ces transformations. C'est-à-dire que ce n'est pas... La négativité, c'est le fait que l'esprit, d'une certaine manière, est déchiré. C'est-à-dire que le fait pour l'esprit, c'est un thème complexe chez Hegel, parce que c'est à la fois l'esprit en tant que conscience individuelle du philosophe pensant, mais en même temps, c'est l'esprit absolu, c'est-à-dire c'est la succession des figures elles-mêmes. Il faut toujours voir, on est toujours entre les deux chez Hegel, et le fait d'être dans cette ambiguïté, l'esprit à la fois incarné dans l'individu philosophant et l'esprit comme succession des figures dans l'histoire, ne peut pas être dissocié, parce que là, ce sont deux faces l'un de l'autre. Mais l'esprit est déchiré, c'est-à-dire que il ne peut pas être en repos. À partir du moment où il se représente, il ne peut pas être en repos parce qu'il a en lui cette aspiration à l'unité qui aboutit toujours à de la souffrance, parce que chaque figure, chaque conception qu'il se donne, chaque conception par laquelle il essaie chaque conception par laquelle il essaie de se donner l'absolu est insuffisante, et donc et à chaque fois, il y a cette négativité qui l'oblige, parce qu'il est insatisfait, à continuer. Vous voyez qu'on a, sauf que contrairement à ce qu'on voyait chez Fichte, ce n'est pas un mouvement d'éternelle reprise, mais c'est vraiment un mouvement de transformation continue à travers des formes successives, et qui passe donc vraiment par la conscience historique et pas seulement par l'activité incessante de la conscience individuelle toujours relancée. Alors un petit point quand même aussi, c'est un des éléments fondamentaux chez Hegel, c'est la remise en cause du langage prédicatif. Alors là encore, je l'ai déjà dit, comme les deux autres, mais il va le théoriser d'une certaine manière encore plus, en théorisant ce qu'il appelle le style spéculatif. Hegel va remettre en cause, en philosophie en tout cas, la pertinence de la proposition X et Y, en disant la proposition X et Y, elle ne permet pas de produire une vérité philosophique. Alors il va donner comme exemple Dieu est l'être, en disant Dieu est l'être d'un point de vue simplement philosophique, d'un point de vue philosophique, c'est totalement ambigu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette ambiguïté, cette ambiguïté doit être ressaisie positivement comme la vie de la proposition. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre la proposition en philosophie comme quelque chose d'immobile et de donné, mais comme la présentation d'une tension, d'un mouvement de tension qui doit être saisi comme tel. Et dans le cas Dieu et l'être,
ce que cette proposition dit, si on la lit philosophiquement, si on la lit spéculativement, si on la lit en style spéculatif, ce n'est pas une information, Dieu est l'être, mais ça veut dire à la fois Dieu est au fondement de l'être et Dieu doit être pensé comme étant ou tendant vers l'être, et c'est cette différence finalement, non pas tant le fait qu'il y a une copule, mais le fait que Dieu et l'être sont deux pôles et que le problème de leur et que le concept d'être lui-même ne suffit pas, le concept de Dieu lui-même ne suffit pas, mais que le rapport du concept de Dieu au concept d'être est un rapport problématique. Et ce rapport problématique, il est du fait de ce double enrichissement, ce double fondement. Et donc, lire Dieu et l'être d'une manière spéculative, c'est justement faire de cette ambiguïté la vie de la proposition, en disant Dieu et l'être, ce n'est pas un résultat, ce n'est pas une information, c'est l'énigme qui doit être explicitée. Donc la proposition doit être déployée. Et ensuite, Hegel va vous faire 2-3 pages pour essayer de montrer comment, derrière cette proposition, vous avez toute une polarité entre, selon qu'on dise que Dieu est au fond, c'est Dieu qui est l'être, ou l'être permet de qualifier Dieu. Enfin, disons, les concepts classiques de la métaphysique sont ainsi ramenés à leur ambiguïté. Et c'est cette ambiguïté, c'est cette tension qui devient, c'est finalement cette absence fondamentale de clarté qui ne les récuse pas, mais qui est leur vie. J'essaie d'aller vite, mais finalement, Hegel est un philosophe qui admet parfaitement que les concepts fondamentaux de la philosophie et que les concepts métaphysiques sont intrinsèquement pas clairs, sont intrinsèquement ne peuvent pas rentrer dans le langage prédicatif normal de la logique. Sauf que pour lui, cette difficulté-là ne les récuse pas du tout. Au contraire, cette difficulté-là, elle doit être prise positivement comme la vie de ces concepts. Mais ce qui veut dire que les propositions ne peuvent pas être posées définitivement comme des informations. Elles doivent toujours être déployées, réfléchies. Et elles ne donnent pas une information. C'est toujours un processus à traverser. Ce qu'il faut comprendre, c'est toujours la tension dialectique entre des pôles. Encore, ça vaut pour les propositions philosophiques. C'est pareil, l'être est un. C'est ça. Ce sont ces types de propositions-là qu'il faut déployer d'un point de vue dialectique. Alors, très, très brièvement, en essayant de ne pas écœurer tout le monde, je vais essayer de présenter les quelques grandes étapes de la phénoménologie de l'esprit. Parce que là, ce que je viens de dire, c'est la préface, c'est la manière dont Hegel expose ce que doit être pour lui la philosophie et comment elle doit procéder. La phénoménologie de l'esprit, ensuite, le livre lui-même a vraiment pour but de présenter une histoire de l'absolu. C'est-à-dire une histoire de la manière dont la réalité se donne progressivement à penser jusqu'à être pensée comme telle, et donc à être pensée dans l'absolu. Alors, vous avez deux grandes phases dans la phénoménologie de l'esprit. Vous avez une première phase avec 3 premiers chapitres, certitude sensible, perception, entendement, qui partent plutôt de la conscience individuelle dans son activité de connaissance. Et ensuite, vous avez une série d'étapes qui vont plus s'intéresser au niveau historique à la fois des doctrines et des institutions. Alors, évidemment, ça ne correspond absolument à aucun ordre historique ou anthropologique. C'est vraiment un ordre reconstruit. Ça ne s'est jamais effectivement passé comme tel, ne serait-ce que parce qu'il y a la succession des générations, parce qu'il y a le langage, et le langage, c'est ce qui permet la transmission, mais à la fois, c'est ce qui fait que chaque conscience, chaque esprit ne traverse pas toutes ces étapes, mais c'est une reconstruction transcendantale que Hegel essaie de placer du point de vue de l'esprit. Elle est fictive et en même temps, c'est cette position fictive même qui est censée lui permettre de rendre intelligible un processus. Alors, donc, première étape, premier chapitre, la certitude sensible. La certitude sensible, simplement, c'est de demander, on prend le point de vue d'une conscience, qu'est-ce qui est la réalité? Est-ce que la réalité, c'est ce qui m'apparaît directement? Est-ce que la réalité peut être l'empirisme absolu?
ce qu'il appelle la certitude sensible. Or, on ne peut pas. La réalité comme empirisme absolu, on ne peut pas parce que si je pars simplement de ce point de vue totalement abstrait, où je fais abstraction de tout le reste et où je regarde simplement que, non même pas des choses, mais des sensations m'apparaissent, je ne peux dire, le point de vue de la sensation, c'est un point de vue purement abstrait. Il y a ceci, puis il y a autre chose, puis il y a autre chose. Ici, de la même manière, donc ce qui m'apparaît de ceci change tout le temps, ne reste pas. De la même manière, ici, ce que je suis ici et maintenant change tout le temps, c'est-à-dire finalement ce qu'on s'imaginerait être le plus concret, ce qui m'apparaît ceci, le fait d'être à ce moment, à cet endroit, c'est en réalité le plus abstrait, parce que c'est quelque chose qui n'a aucun contenu autre que celui du moment même où du fait de le montrer. Donc on ne peut pas trouver la réalité, la conscience ne peut pas trouver la réalité dans ce qui lui apparaît directement, parce que cette apparition, justement, est le changement. Mais, va dire Hegel, le mouvement par lequel la conscience se rend compte qu'elle ne peut pas trouver la réalité dans la succession des sensations va l'amener à comprendre que à chaque fois, ce qui lui permet de viser une réalité tout de même, c'est l'acte perceptif. C'est-à-dire le premier mouvement dialectique, c'est en essayant de chercher la réalité dans la certitude sensible immédiate, la conscience réalise que cette certitude sensible immédiate ne peut pas être porteuse de la réalité comme telle, et que la seule chose qui lui permet de fonder une réalité, c'est l'acte perceptif. Donc le mouvement dialectique fait que la réalité qui était crue, qui était posée vers la certitude sensible, va passer, la conscience va être amenée à chercher cette réalité dans l'acte perceptif. L'acte perceptif qui n'a plus pour objet le sensible dans la mesure où il se montre, dans la diversité dans laquelle il se montre, mais déjà dans l'unification. La perception, bon, ça ensuite, dans toute sa concrétude, c'est ce que la phénoménologie et beaucoup d'autres vont essayer de déterminer. La perception, mais c'est aussi très kantien. La perception, elle atteint déjà l'universel. Elle ne dit pas simplement ceci et ceci, mais je vois un objet déterminé conceptuellement qui a des qualités. Donc, on est passé en fait, on suit l'itinéraire kantien, mais on le suit par étapes. Dans la certitude sensible, d'une certaine manière, Hegel vous montre que l'intuition sans concept est vide, donc on est ramené au concept. Et on est ramené au concept, c'est-à-dire à la perception comme perception d'un objet avec des qualités. Mais, dit Hegel, de la même manière, la perception, l'objet perçu ne peut pas prétendre être la réalité parce que l'objet perçu, il a des caractéristiques, il a des qualités, il en a plusieurs, elles ne sont pas toujours compatibles entre elles. Je vois un objet, selon l'angle par lequel je le vois, il n'est pas pareil. Donc, il y a là encore un mouvement dialectique qui fait que l'objet perçu, que la conscience est amenée à interroger ce qui, dans l'acte de perception, relève de l'apparition même, donc de la subjectivité qui relève de l'objectivité. C'est-à-dire la perception n'est pas complète, ne peut pas prétendre incarner la réalité parce qu'il y a cette diversité des qualités, que cette diversité des qualités, elle fait éclater l'objet entre l'acte individuel de le percevoir et la réalité perçue. Ce qui fait, dit Hegel, que la conscience est amenée à passer à un niveau autre qui n'est plus l'acte de l'objet perçu, de plus de se dire, d'accord, l'objet perçu, je ne peux pas dire que la réalité, ou que la réalité ultime est l'objet perçu, que le mobilier ultime du monde est l'objet perçu parce qu'il est incomplet, donc je vais devoir abstraire. Donc le chapitre suivant, c'est le chapitre de l'entendement. Puisque l'objet perçu ne peut pas porter à lui-même seul la réalité, ce qui va porter la réalité, c'est la structure physique du monde. Alors, le chapitre est extrêmement compliqué
et vraiment une discussion que Hegel mène à la fois avec Newton, avec la conception newtonienne, et avec Kant. Et avec Newton et Kant sur les principes a priori d'une physique. Donc, et sur le concept de force, la manière dont le concept de force est utilisé chez Newton, dont Kant le reprend. Donc, je ne peux évidemment pas rentrer dans ce détail-là. Mais ce qu'il faut retenir quelque chose, c'est que vous avez ce mouvement dialectique qui fait qu'on ne peut pas considérer que la perception est le mobilier ultime du monde parce que la perception est incomplète. Donc, on en arrive à chercher une armature abstraite dans la théorie physique. Donc, on va dire, finalement, c'est l'objet abstrait, c'est l'objet physique qui va porter la réalité du monde. C'est un mouvement dialectique qui fait qu'on passe de l'objet perceptif à l'objet physique. Alors, pourquoi on passe précisément à cet objet-là? Pour là, il faudrait vraiment exposer le texte et je n'ai pas le temps. Et de la même c'est ce que Hegel appelle le monde renversé, parce que finalement, puisque je ne pouvais pas trouver la réalité dans le monde perçu, puisque le monde perçu ne pouvait pas être porteur de réalité, le porteur complet de réalité, je cherche cette réalité dans le monde abstrait de la physique, mais de la même manière, ce monde abstrait ne peut pas être conçu seul comme porteur de la réalité. Alors, je suis passé d'une position empiriste, réaliste, à une position idéaliste, dogmatique. Derrière tout ça, parce que derrière cette abstraction, on est passé de l'empirisme au dogmatisme, et le dogmatisme lui-même va montrer qu'il est incomplet. Et donc, on va passer à une autre étape dans laquelle la conscience ne cherche plus la réalité, ni dans les objets qu'elle perçoit, ni dans la structure idéale du monde, mais est ramenée à prendre conscience d'elle-même comme activité, comme pouvoir d'agir. C'est-à-dire, la conscience est ramenée du monde extérieur, minéral, du monde sans lui, du monde de Quentin Meillassoux, à la réalité de son pouvoir d'agir. Où finalement, alors, vous voyez le principe du mouvement dialectique. On est passé de l'extériorité absolue à l'intériorité comme action. Et c'est dans ce 4e chapitre que Hegel discute de la façon dont, d'une certaine manière, dont on peut concevoir interroge l'idée même, qu'est-ce que ça veut dire devenir humain? Qu'est-ce que ça veut dire prendre possession de soi-même comme pouvoir d'agir? Qu'est-ce que ça veut dire prendre possession de soi-même comme liberté effective susceptible de s'exercer dans le monde? Et c'est là où vous avez ce célèbre passage de la dialectique du maître et de l'esclave. Disons, ce qui se passe, c'est l'être humain, je prends conscience de moi-même comme liberté, et ce qui va immédiatement limiter cette liberté, c'est la liberté de l'autre. Je vais rencontrer l'autre qui veut la même chose que moi et qui est immédiatement hostile. Vous avez énormément de Sartre, d'ailleurs. Sartre va reprendre énormément, ce passage de Hegel, ce passage de Hegel va énormément structurer ensuite la pensée de Sartre. Et donc, ce qui va me limiter, c'est l'autre moi. Et donc la première relation est toujours la relation d'un conflit. La première relation de deux consciences libres, c'est un conflit dans lequel fatalement une des consciences va se soumettre. Il n'y a pas de relation spontanément apaisée ou égalitaire. Il y a toujours une relation guerrière qui s'achève par la soumission. De cette soumission, vous avez deux positions qui émergent. Vous avez la position du maître, du chef, mais qui est une position qui, dit Hegel, semble temporairement victorieuse, mais en réalité, elle n'a aucun avenir parce que c'est une position vide. Et vous avez la position de l'esclave, dans laquelle l'esclave s'est soumis, donc il a renoncé temporairement à sa liberté, mais dans le fait de devoir travailler pour l'autre, dans le fait d'être amené à accomplir les désirs de l'autre, dans le fait de comprendre qu'il est utilisé comme outil, prend conscience de lui-même, non plus comme liberté abstraite, comme liberté voulant simplement abstraitement, mais comme liberté capable de se manifester comme pouvoir de transformation. C'est-à-dire, alors que le maître reste une liberté abstraite, capricieuse d'une certaine manière, l'esclave, parce qu'il est obligé d'accomplir la volonté d'un autre, parce qu'il est assujetti au travail, prend conscience de
la possibilité réelle de sa liberté comme pouvoir transformateur. Et donc finalement, c'est à travers cette position de l'esclave que l'humanité elle-même se découvre comme capacité à transformer son environnement. On passe de la position de la liberté comme caprice à la position de la liberté comme travail, transformation, œuvre. Je vais vite pour la suite. La prochaine étape, parce que cette position elle-même est insuffisante, la prochaine étape va être celle de la raison. Alors, de la raison dans laquelle l'homme n'hypostasie plus le réel comme transcendance. L'homme a compris qu'il était capable de modifier le réel, qu'il était capable d'agir sur le réel, que le réel était quelque chose sur lequel il avait prise, qui n'était pas entièrement séparé de lui et qu'il pouvait connaître. Et là encore, vous avez plusieurs étapes qui sont pour Hegel toujours amenées à passer l'une dans l'autre. La première étape, c'est la raison observante. J'ai envie de dire, basiquement, c'est une forme de scientisme positiviste, c'est-à-dire la raison qui catalogue le monde, qui comprend mécaniquement comment ça fonctionne, mais qui considère l'ensemble du monde simplement du point de vue des principes mécaniques. C'est une raison d'ingénieur qui est insuffisante et qui donc va être amenée à passer à un autre type de raison, qui est la raison morale kantienne, dans lequel on comprend qu'il ne s'agit pas simplement de transformer le monde de transformer le monde, mais il s'agit aussi d'instituer un ordre moral, enfin, d'instituer une légalisation. Et cette raison législatrice elle-même, qui correspond à peu près à la morale kantienne, Hegel, elle-même va s'avérer insuffisante parce qu'elle est purement abstraite. Et donc le point de sortie, ça va être le passage d'une moralité formelle individuelle à une moralité incarnée dans les mœurs d'une communauté. C'est-à-dire une moralité, et là on est vraiment très loin, on part de Kant pour s'opposer complètement à lui, la morale d'abstraite, c'est-à-dire la morale d'abstraite devient une morale incarnée dans l'honnêteté, les relations civiles et apaisées d'une communauté. Simplement, je vis en communauté, non pas en permanence pour respecter la loi morale, mais parce que la communauté elle-même est définie par cette civilité, par cette pacification. Alors, très très vite pour finir. Les trois dernières étapes de la phénoménologie de l'esprit, dans lesquelles, donc, les trois dernières figures que va prendre l'esprit, la figure de l'esprit. Alors, la figure de l'esprit, c'est d'une part l'objectivation, donc l'incarnation dans des institutions de cette civilité. Je disais que la morale allait se transformer en vie urbaine, apaisée et civile. Cette civilité va se cristalliser, se sédimenter dans des institutions qui sont le droit, qui sont l'État. Et donc, petit à petit, les institutions, l'ordre politique, l'ordre judiciaire, les corpus du droit sont cette sédimentation qui transforme la coutume, qui transforme une civilité de coutume en civilité de droit. Et c'est l'ordre du droit, marque vraiment le passage à l'ordre de l'esprit. Et dans le camp de l'esprit, dans le champ de l'esprit, vous avez aussi la production artistique, l'art. Alors, sachant que c'est une étape, l'art, ça fait longtemps qu'il y en avait d'une certaine façon, mais c'est un passage, mais l'art prend un nouveau rôle à ce moment-là. Vous avez la religion, je passe très vite dessus, et l'étape finale, c'est le savoir absolu. Alors, le savoir absolu, qu'est-ce que c'est pour Hegel? Le savoir absolu, c'est le moment, enfin, où l'esprit reconnaît que l'absolu n'est pas quelque chose de distinct de lui-même, que l'absolu n'est pas non plus lui, que l'absolu n'est pas ses institutions, mais que l'absolu est la conscience d'elle-même de l'histoire, au sein de l'histoire. C'est-à-dire, le savoir absolu, c'est le moment où on passe d'une histoire de l'esprit dans lequel, et d'une histoire de l'esprit et d'une histoire réelle d'ailleurs, dans lequel l'esprit était toujours assujetti à quelque chose d'extérieur
que ce soit à comprendre ou à maîtriser. Alors, au début, c'était à comprendre dans les étapes dans lesquelles c'était l'objet extérieur. Ensuite, c'était à maîtriser. Et le savoir absolu, c'est le moment où l'esprit se reconnaît lui-même comme capacité initiatrice et productrice, mais plus initiatrice et productrice sous la forme du caprice. C'est-à-dire c'est le moment où l'histoire n'est plus une histoire subie, mais une histoire conçue. Où, on va le dire autrement, où le processus de transformation des institutions, des choses et des hommes, des humains, n'est plus lié à une mécanique dialectique qui ferait que c'est l'incomplétude des figures, des institutions, des formes qui amènerait à la transformation d'une étape suivante, mais à la volonté elle-même des humains. C'est le moment où le moteur de l'histoire n'est plus la logique dialectique qui transforme les institutions, mais vraiment la capacité égale, va dire, d'un peuple à prendre en main son propre destin. Enfin, c'est le passage de l'histoire subie à l'histoire conçue. C'est pas la fin des événements, mais c'est le fait que ces événements historiques, n'ont plus de sens extérieur, n'ont plus de sens en tant qu'ils devraient mener à quelque chose, mais que ce sont les humains, d'une certaine manière, qui sont maintenant en pleine capacité de décider vers quoi ils veulent aller. Ça a moyennement marché. Il y a beaucoup de discussions internes à la phénoménologie de l'esprit même, disant que il faudrait faire un autre cours pour étudier ce concept d'histoire conçue, parce que c'est aussi, d'une certaine manière, l'aboutissement, d'une autre façon, de la philosophie marxiste. Je vais 2 minutes et ensuite je termine. Donc je disais simplement, vous avez Hegelmer et vous avez parallèlement un grand retour de Schelling qui pendant ce temps a continué à interroger la question de la nature, à continuer à interroger la profondeur des choses, en particulier par son histoire des âges du monde. Et Schelling, d'une certaine manière, essaie de pousser la philosophie systématique et la philosophie idéaliste au-delà d'elle-même. Schelling essaie de faire de plus en plus place à justement ce que Hegel a un peu occulté, au fait que la réalité en tant que matière, la réalité en tant que fond, la réalité en tant que puissance, quelle que soit la connaissance, la compréhension qu'on en a, ne disparaît jamais. Schelling va insister sur le fait qu'aucun système permettant de comprendre la manière dont on conçoit les choses ne va rendre compte de l'épaisseur des choses. Et c'est ce thème que Schelling qui va devenir pour Schelling celui de fond, le Urgrund, qui va devenir aussi celui de l'imprépensible. C'est-à-dire la réalité est plus que les catégories. La réalité a plus d'épaisseur que les catégories par lesquelles on l'interroge, et elle a plus d'épaisseur même du point de vue de son surgissement. C'est-à-dire, la réalité, elle est fondamentalement immaîtrisable, habitée de virtualité, habitée de potentialité d'accident, donc immaîtrisable. Et finalement, c'est au fond même de l'idéalisme absolu, c'est le retour de quelque chose qui était refoulé, qui est un réel refoulé. C'est ce qui fait que cette pensée de Schelling va avoir tant d'influence, en particulier pour les phénoménologues. Le dernier Husserl aussi, d'ailleurs, Heidegger énormément et Marc Richir. Voilà, je vais m'arrêter là, en m'excusant d'avoir été un peu rapide et un peu compliqué sans doute. Et je suis prêt à prendre toutes les questions. Je t'entends pas. Pardon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, des demandes de clarification, de précision. J'essaie vraiment de donner un aperçu. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pas fait cours dessus. Non, tout va bien. Bonjour. Oui. Excusez-moi. Je peux activer. Bonjour, pardon. C'était juste si vous pouviez redéfinir un petit peu l'histoire conçue que vous venez de parler. C'est très difficile à définir, mais disons, Un peu clarifier. Hegel pense que
jusqu'à un certain niveau de son développement, l'histoire est subie dans le sens où l'histoire est liée. Alors déjà, l'histoire pour Hegel, c'est une histoire de l'esprit. Ce qui anime l'histoire, c'est les différentes figures de l'esprit, qui se traduisent par des institutions, qui vont passer aussi de la royauté, de la tyrannie, à la démocratie, à des institutions de plus en plus démocratiques, etc. Et le moteur de l'histoire, c'est le fait que les formes différentes que prend l'organisation des hommes, que prennent les conceptions des hommes, elles sont à chaque fois incomplètes, donc elles sont amenées à se transformer en d'autres. Donc c'est une histoire subie dans le sens où ce ne sont pas les humains, où les humains sont des forces aveugles qui sont jouées par une logique qui est liée à celle de l'évolution des formes historiques. C'est ce que Hegel va appeler aussi la tragédie ou la souffrance des grands hommes. L'histoire se joue des grands hommes en les utilisant comme force aveugle pour avancer. C'est pour lui la tragédie de Napoléon, ou même Napoléon lui-même n'était pas quelqu'un qui était pleinement autonome, mais son action était liée à une ruse de l'histoire. L'histoire subie, l'histoire conçue, c'est le moment où la prise de conscience des humains par rapport aux choses et la manière dont celle-ci s'est incarnée dans des institutions démocratiques, dans des formes étatiques, dans des formes juridiques, est telle que ce n'est plus, en tant que telle, ces formes n'ont plus besoin de se transformer. Donc, que ce qui va faire qu'il va y avoir des événements, qu'il va y avoir des transformations, c'est directement la volonté des humains. Mais voyez, c'était un peu utopique, c'est de dire à partir du 19e siècle, disons, Hegel pensait, enfin, je simplifie parce qu'il n'était pas aussi naïf que ça, mais que les humains allaient vraiment pouvoir réussir à prendre possession, à prendre le contrôle de leur destin. Ensuite, vous avez beaucoup de variations sur la fin de l'histoire, parce que pour certains, la fin de l'histoire, ça ne mène pas à l'histoire conçue, ça mène à l'absence totale d'événements, ou à l'absence totale d'événements qui ont du sens, c'est-à-dire au nihilisme. Vous n'avez plus rien que des coups, que du spectacle, parce que plus rien ne mène à rien, parce que plus aucune transformation n'est autre chose que le retour du même. Enfin, c'est le monde contemporain. Ça va du dernier homme de Nietzsche à Michel Houellebecq, et c'est vraiment un peu un thème récurrent. Il y en a d'autres qui disent on n'a jamais atteint, ce thème de la fin de l'histoire n'a pas de sens, on l'a jamais atteint, les transformations sont toujours là. Il y en avait qui disent aussi, et Hegel lui-même disait, l'histoire, aussi, ce qui a permis à cette histoire de se développer, c'est le fait que, ce qu'il appelle le géant, c'est la nature s'est endormie. Le fait que la nature se réveille, ou que les éléments naturels reprennent leur place dans l'histoire des hommes, ça va aussi totalement transformer l'idée même du social historique. Et puis Marx, lui, disait qu'il faut renverser totalement la manière dont Hegel conçoit l'histoire, parce que le moteur de l'histoire, ce ne sont pas les conceptions, ce ne sont pas les idées, ce sont les rapports de production. Et les idées, les conceptions sont toujours l'émanation des rapports de production. Vous avez la même logique d'instabilité fondamentale chez Marx, mais c'est instabilité fondamentale de formes institutionnelles liées à des rapports de production. Et puis chez Marx, donc ça se termine par la société sans classe. Alors que chez Hegel, finalement, la fin de l'histoire, ça se termine par la démocratie libérale un peu étatique. Enfin, ouais, le rocardisme est un peu la fin de l'histoire, disons. Pas forcément toujours exaltant. La Suisse, c'est un peu la fin de l'histoire. L'histoire conçue, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Ok, c'est beaucoup plus clair, super. Pardon ? Ça fait beaucoup plus de sens. Merci beaucoup pour la clarification. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Moi, j'ai une petite question. Allez-y. Ouais, très bien. Du coup, est-ce que cette dialectique de l'histoire, c'est vraiment quelque chose qui reste propre à Hegel, ou bien c'est aussi un peu présent chez Fichte ou Schelling? C'est présent chez Schelling d'une certaine manière. Ensuite, pas forcément de la même manière, dans le sens où Hegel, chez Schelling,
vous avez vraiment cette double histoire. Vous avez cette tendance au début à faire une double histoire, l'histoire du moi, l'histoire de la nature. Et Hegel va rajouter l'histoire de l'esprit. C'est-à-dire que Hegel est vraiment celui qui va le plus se référer à l'histoire réelle, crypto-réelle, disons, à l'histoire des civilisations, on va dire, à l'histoire des idées. Ensuite, il est évidemment pas le seul, sa conception, elle lui est propre, mais le fait d'interroger et le fait de penser vraiment l'advenir, la réalisation de la philosophie de cette manière-là, ce n'est pas l'effort de l'esprit seul, mais c'est la transformation des figures par lesquelles même la philosophie passe, qui l'amène enfin à se saisir elle-même, c'est-à-dire le fait d'arrêter de projeter la vérité. Ça, c'est très propre à Hegel. Le fait Hegel a rajouté énormément de médiation. Fichte et Schelling, par rapport à Fichte. Avec peut-être une naïveté chez Hegel, ce qui pourrait être vu comme une naïveté chez Hegel, c'est que Schelling a bien distingué, lui, le savoir absolu et la doctrine de la science de l'histoire réelle. Car pour lui, il y a justement cet effort individuel qui est toujours à réassurer. Fichte n'arrête pas de réécrire la doctrine de la science. L'esprit, on n'y est jamais vraiment. Il faut toujours refaire ce mouvement, se déprendre de ces représentations des fausses vérités, et ce n'est jamais accompli seulement et uniquement dans des institutions. Ça ne se fait pas, et même ça ne se fait pas tout seul, et même chez Hegel, ça se fait en mobilisant, j'ai envie de dire, la souffrance, l'aspiration individuelle. Chez Fichte, vous avez vraiment beaucoup plus l'appel à la volonté dirigée. Schelling, c'est encore différent parce qu'il va vraiment, de plus en plus vers la fin de sa vie, essayer d'aller en deçà de l'esprit, en deçà même de la connaissance. C'est pour ça aussi que sa philosophie va passer indirectement par la mythologie qui devient une autre manière de présenter l'intelligibilité, qui n'a pas les mêmes critères d'exposition que la philosophie, mais une manière par laquelle on doit passer pour rendre compte d'un certain nombre de choses qui se passent dans les fondements. Donc, chez Schelling, j'ai envie de dire, vous avez un intérêt pour la préhistoire, pour l'archaïque. Alors la préhistoire plus au sens vraiment de la préhistoire grecque, la préhistoire grecque. Enfin, je veux dire, les titans, Typhon, enfin, ce sont ces figures-là qui représentent des proto-événements qui ne relèvent pas justement d'une histoire intelligible, mais qui habitent et qui structurent et qui sont inséparables du devenir humain et de la connaissance humaine. Je ne sais pas si... D'accord. Bien. Oui, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre a encore une question? Moi, j'ai une question, mais je ne sais pas si ça peut être un peu spécifique pour y répondre. Mais du coup, si la fin de l'histoire, c'est la démocratie allemande un peu étatique, je suppose que du coup, la démocratie grecque ou la République romaine, c'était vraiment un stade différent du développement de l'esprit. Mais c'était quoi à peu près la différence pour Hegel? Il n'y a pas les institutions, c'est pas les mêmes. Enfin, il n'y a pas la même forme institutionnelle, c'est pas basé sur le même concept de liberté, c'est pas. Ok. Ça fait partie d'ailleurs, parce que tu as fait cours aussi sur Arendt, mais ça fait partie des choses que des philosophes plus tard, comme Arendt et tout, ont opposé à Hegel en disant il y a quelque chose dans la démocratie grecque qui a été perdu dans la conception moderne, dans la conception hegelienne de la démocratie, qui est la comparution, la visibilité des paroles et des actes. Parce que justement, chez Hegel, ça devient beaucoup plus processuel. Quand même, pour lui, vraiment, c'est incarné aussi dans des institutions, dans un corpus de droit. Okay. Le droit, c'est fondamental. Le fait qu'il y ait du droit, c'est fondamental, par exemple. Ok. Est-ce qu'on arrête là ou est-ce que quelqu'un a encore une question ou...
Non, alors on va arrêter ici. Ben, merci beaucoup, Florian. Merci pour la proposition. Merci pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout. C'est difficile. Merci à vous. Ouais, je vous rassure, moi non plus, je comprends pas tout. Donc pour des étudiants en première année, si vous avez l'impression de ne pas avoir tout compris, c'est normal, c'est pas un déficit de votre part. C'est le genre de texte qui demande de repasser un certain nombre de fois dessus, puis à chaque fois on a l'impression de comprendre un peu mieux, un peu plus. Ne vous découragez pas tout de suite. C'est comme ça qu'ils l'ont voulu. Hein. Hegel, de toute manière, c'est comme ça qu'il l'a voulu, hein, même. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, bonne fin d'année à ceux qui étaient là aujourd'hui. Et puis on se revoit pour les examens. Bonne révision à vous.